J. Radio J. Géopolitique, le MAG. Steve Nadjar. Radio J. Bonjour Dominique David. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes conseiller du président de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, rédacteur en chef de la revue Politique étrangère. Et vous co-dirigez, comme chaque année avec Thierry de Montbrial, l'édition 2025 du Ramsès. C'est le rapport mondial sur le système économique et les stratégies, publié chez Duno. Un Ramsès intitulé cette année « Entre puissance et impuissance ». Dominique David, sur une scène internationale qui vous apparaît de moins en moins maîtrisée par ceux qui la dominée et tenté aussi parfois de la réguler. Hier, considérez-vous que le Moyen-Orient soit la scène où cette impuissance se manifeste aujourd'hui de la manière la plus tangible? Peut-être pas la plus tangible, mais de manière évidente, bien sûr. L'immaîtrisabilité à laquelle vous avez fait allusion, c'est deux choses. C'est par le bas et par le haut, si je puis dire. C'est la multiplication des acteurs qui peuvent avoir les moyens de pression sur une situation donnée, locale ou régionale. Et par le haut, c'est, si je puis dire par le haut, entre guillemets, c'est l'impuissance des grandes puissances, des puissances qui pensent elles-mêmes avoir les moyens de réguler une situation, à intervenir et à réguler à défaut de régler une situation, effectivement. C'était plus simple au temps de la guerre froide? C'était plus simple pour nous. C'était plus simple pour un espace qui était safe, si je puis dire, c'est-à-dire dans lequel l'équilibre de la terreur sur lequel on a beaucoup glosé, on a beaucoup théorisé, garantissait l'absence de guerre. Mais bien entendu, nous pensions occidentaux que nous étions le monde. En réalité, nous n'étions pas le monde. Tout cela s'achetait sur les guerres qui étaient exportées à l'extérieur. La guerre du Vietnam, par exemple, en était un exemple tout à fait emblématique. Comment lisez-vous la série d'explosions d'équipements, de communication qui a touché le Liban et le Hezbollah ces 2 derniers jours? Qu'est-ce qui vous interpelle, d'abord peut-être dans le mode opératoire de ces actions attribuées à Israël? Dans le mode opératoire, pas grand-chose m'interpelle parce que je n'ai absolument aucune connaissance technique. Donc j'ai le mélange de surprise et d'admiration, même si le mot d'admiration, quand on va tuer des gens, doit être manié avec précaution. Le mélange de surprise et d'admiration pour des services ou des entités qui ont cette maîtrise technologique à distance. Au plan stratégique, ce qui domine aujourd'hui, on en apprendra plus dans les jours à venir, c'est l'incertitude sur le statut de cette intervention, de cette action. Si elle vient d'Israël, d'abord, est-ce qu'elle vient d'Israël? Est-ce qu'elle ne vient pas d'Israël? Il est vraisemblable que oui. Si elle vient d'Israël, quel statut stratégique a-t-elle? C'est-à-dire, est-ce qu'elle témoigne d'une volonté précise, tactique ou stratégique, où on sait où on est, on sait ce qu'on veut obtenir et on sait sous quel timing on veut l'obtenir? Ou est-ce que c'est une opération qui témoigne de beaucoup plus d'incertitude? On a pu dire ces dernières heures que cette opération aurait dû être menée en réalité beaucoup plus tard, peut-être pour lancer une intervention, et qu'elle avait été en partie dévoilée par certains membres du Hezbollah, ce qui avait poussé l'état-major israélien, dit-on, à l'actionner plus rapidement. Alors là, la question stratégique, ça je laisse cette question aux historiens et à l'état-major israélien. La question stratégique, c'est est-ce qu'Israël veut véritablement lancer une opération de pacification, entre guillemets, au sud Liban, c'est-à-dire est-ce qu'Israël accepte le risque d'une extension de la guerre? Un risque qui serait limité pour l'armée israélienne, bien entendu, on connaît le rapport des forces, mais qui pourrait enclencher régionalement quelque chose de beaucoup moins maîtrisable. Localement, on évoque la possibilité de l'établissement d'une zone tampon au sud Liban pour y expulser la force d'élite du Hezbollah, la force Radwan. On s'y rapproche de plus en plus? C'est un souhait israélien, mais ça serait évidemment une complication de plus dans l'éventuelle résolution du conflit. Parce qu'il ne faut jamais oublier que les guerres se finissent toutes, ça absolument sans exception, par des accords politiques. Il va bien falloir un jour sortir de cet affrontement multifront par un accord politique. Et je ne suis pas sûr, je n'en sais rien, et je ne fais pas partie des diplomates qui négocieront à ce moment-là, mais je ne suis pas sûr que l'installation de cette zone tampon facilite la résolution politique du conflit. Le Monde écrit cet après-midi que le Hezbollah se retrouve désormais piégé par son soutien au Hamas depuis le 7 octobre. Qu'est-ce que de ses priorités internes libano-libanaises ou des intérêts de son parrain iranien
peut déterminer, selon vous, Dominique David, la décision d'Hassan Nasrallah de riposter ou pas massivement à ces explosions? J'aurais tendance à penser que la stabilisation de sa position à l'intérieur du Liban est prééminente, ce qui expliquerait jusqu'à présent la relative modération de sa position. Évidemment, si vous habitez Israël, vous ne trouvez pas que sa position est modérée parce que vous êtes sous ces menaces, mais vu de l'extérieur, la réaction à l'ensemble des actions israéliennes est plutôt limitée. Elle est extrêmement... On est dans une guerre d'usure. On est dans une guerre d'usure psychologique, parce que l'usure militaire, il n'y a pas d'échange entre Hezbollah et Israël qui conduise à une usure des matériels ou à une usure des forces réelles. On est dans une guerre d'usure psychologique, oui, c'est à celui qui craquera le premier. On apprenait d'ailleurs ce matin que des messages inquiétants avaient été envoyés à la population israélienne, les appelant à se cacher, à dire au revoir aux personnes qu'ils aiment, en attendant une riposte... C'est des messages qui ont été sur les téléphones portables des Israéliens ce matin. Et qui émaneraient d'où? Probablement de hackers liés à l'Iran ou à Hezbollah. Donc on est dans cette guerre psychologique. Ça fait partie de la guerre. Alors ça, c'est vraiment un moyen extrêmement classique de guerre psychologique. C'est vraiment le b.a.-ba de la guerre psychologique. Ça consiste à faire peur à l'adversaire, et à faire peur à son opinion publique qui peut faire pression sur l'adversaire. Le grand mystère dont on ne parle pas et dont on ne va pas parler dans le détail parce que je n'ai pas d'éléments essentiels là-dessus, c'est l'évolution de l'opinion publique israélienne. Qui est importante et plus importante peut-être que dans d'autres pays de la région, puisque Israël est la seule démocratie opérationnelle, fonctionnelle de la région. Elle soutient assez largement l'extension de la guerre au Liban pour permettre notamment le retour des 60 000 habitants du nord du pays. Les États-Unis ont très rapidement indiqué mardi qu'ils n'étaient pas impliqués dans ces attaques Opération Beeper et Tokiwoki désormais, et qu'ils n'avaient pas même été prévenus en amont de leur réalisation. Est-ce qu'une guerre totale au Liban avec de possibles implications iraniennes serait une très mauvaise nouvelle pour l'administration Biden finissante à moins de 2 mois de la présidentielle? Oui, ça serait une nouvelle absolument catastrophique pour l'administration Biden. Mais ça serait une nouvelle catastrophique pour les États-Unis et pour les États-Unis en soi. Ça serait une catastrophique pour l'administration Biden parce que ça l'obligerait à réinstaller le discours sur le Proche-Orient au centre des dernières semaines de la campagne électorale. Et on sait que ça n'est pas sur le discours sur le Proche-Orient que l'administration Biden est la plus forte et la plus solide. Et donc ça profitait du même coup plutôt au candidat Trump? Who knows? On ne peut pas savoir, parce que la position de Trump sur le Proche-Orient, sur Israël et sur le reste du monde est tellement susceptible de changement et tellement floue. Il dit qu'il réglerait pas mal de crises avant même d'arriver, de faire son retour à la Maison-Blanche. Oui, pas trop comment, mais... il réglera l'Ukraine, le Proche-Orient, sans doute le sort de la Chine aussi, avant qu'il arrive à la Maison-Blanche et avant le 21 janvier. Personne ne peut y croire. Mais effectivement... ce que je voudrais ajouter, c'est qu'il me semble qu'aucun des candidats n'a intérêt à ce que l'affaire se dégrade gravement au Proche-Orient. Il ne faut pas oublier que les États-Unis sont en ce moment contraints de s'occuper du Proche-Orient. Bien entendu, ils n'étaient pas en train de quitter le Proche-Orient, comme on le lit trop souvent dans des analyses pressées, mais les États-Unis auraient volontiers un peu marginaliser les questions du Proche-Orient par rapport à leur obsession qui est transpartisane, comme on le sait, l'obsession chinoise, l'obsession du Pacifique, l'obsession du possible pivot, enfin, du pivotement en français. Et puis les voilà obligés de revenir marginalement en Europe et les voilà obligés de revenir aussi marginalement au Proche-Orient. Ça ne leur plaît pas et ça ne peut plaire à aucun des grands partis. Dans un texte consacré à la puissance militaire américaine dans cette édition du Ramsès, Elie Tenenbaum, Adrien Gormans et Palmyre Sesboué rappellent que la grande stratégie de sécurité américaine identifie l'Iran au même niveau que la Corée du Nord comme une troisième couche de menaces plus ponctuelle, à la différence de la Chine et de la Russie. Autre priorité, le déploiement de forces américaines en Méditerranée et au Moyen-Orient depuis le 7 octobre, et on a vu que ça s'est poursuivi cet été avec celui du sous-marin à propulsion nucléaire USS Georgia. Ce déploiement, Dominique David, a été de votre point de vue plutôt une réussite en matière de dissuasion de l'Iran? Vous prononcez le bon mot. Ces déploiements ont une fonction dissuasive. Ils ont une fonction démonstrative. Les États-Unis sont là.
contrairement à ce que je viens de dire sur l'envie de marginalisation relative du Proche-Orient dans la stratégie globale américaine. Les États-Unis sont là, ils n'en partiront pas et n'allez pas trop loin. On avait un doute sur cela. Certes, il faut qu'aucun acteur ne puisse avoir un doute. Et en particulier, il faut que l'Iran ne puisse pas avoir un doute. Alors, vous me demandez si la dissuasion a été efficace. On ne sait jamais si les dissuasions sont efficaces. Parce que s'il ne se passe rien, on ne sait pas ce qui était dans la tête de l'adversaire. Pour être sûr qu'elle ait été efficace, il faudrait être sûr que l'Iran avait l'intention de faire monter les enchères. Ce qui n'est pas évident non plus, car on parlait du Hezbollah tout à l'heure, mais l'Iran est dans une situation jaculatoire extrêmement forte, c'est-à-dire que les déclarations, les manœuvres déclaratoires, y compris avec des armes tirées contre Israël, tout ça, ça parle extrêmement fort. Dans la réalité, l'Iran sait qu'il n'a absolument aucun intérêt à faire monter les enchères et à ce qu'il y ait un vrai conflit avec Israël. Pas au-delà de ce qu'on a pu voir en avril dernier. Pas au-delà de ce qu'on a pu voir en avril dernier en termes de résultats. Quel bilan international tirez-vous de l'action de Joe Biden qui avait démarré avec un retrait assez raté, là aussi, pour ne pas dire plus, de l'Afghanistan, qui s'achève avec une crise multifront au Moyen-Orient, en passant évidemment par la guerre russo-ukrainienne? Du point de vue de Joe Biden, on peut dire qu'il a réussi à limiter les dégâts. On dit beaucoup que Joe Biden a une conception qui est héritée de la guerre froide, parce que c'est un monsieur qui a fait l'essentiel de sa carrière politique dans la logique de la guerre froide, et que donc il gère assez bien, mais assez classiquement, les rapports de puissance, en particulier avec la Russie, etc. Il a limité les dégâts, en ce sens que, si vous voulez, sur l'axe européen en Ukraine, il a une position que des esprits méchants qualifieraient de légèrement hypocrite, c'est-à-dire je soutiens l'Ukraine à fond, mais en réalité je ne fais pas à fond ce qu'il faudrait pour que l'Ukraine gagne. Et du côté israélien, je soutiens à fond Israël, mais quand même, je fais comprendre à Israël qu'il y a quelque part un frein et qu'il ne faudrait pas me pousser trop pour que j'appuie sur la pédale du frein. Donc, de son point de vue, il a limité, dans une logique d'engagement sans excès, il a limité le risque des États-Unis. Le problème, c'est que pour résoudre, une fois encore, j'en reviens à la fin politique de ces crises, pour résoudre ces crises, il faudra des manœuvres politiques, et les gens à qui on demandera d'être au centre des manœuvres politiques, ça sera les États-Unis. Dans les deux cas. Pour l'Ukraine, ce sont les États-Unis qui feront pression sur les uns ou sur les autres pour résoudre la crise. Et au Proche-Orient, les autres puissances comptent, mais elles comptent très peu par rapport à ce que les États-Unis pourront dire le jour venu. On reviendra sur la Chine dans quelques instants. Au sujet de l'avenir du leadership américain, que Barack Obama avait théorisé il y a une dizaine d'années comme s'exprimant désormais de l'arrière, vous vous interrogez, Dominique David, sur la manière dont l'Amérique se préoccupera à l'avenir des crises du monde. Qu'est-ce qui distingue de ce point de vue Donald Trump de Kamala Harris? Est-ce qu'en cas de victoire du candidat républicain, est-ce qu'on sera là aussi, il faut s'attendre à un retour de l'unilatéralisme américain plutôt que de l'isolationnisme? Alors d'abord, il y a un retour à l'unilatéralisme américain dans tous les camps, dans les deux camps. Unilatéralisme qui n'est pas absolu, naturellement, et isolationnisme qui n'est pas absolu. Mais vous savez que la diplomatie américaine est classiquement tiraillée entre la tentation expansionniste et la tentation isolationniste. On est aujourd'hui, après les échecs, pour faire court, après les échecs de la première décennie de ce siècle, l'échec irakien, l'échec afghan, la demi-cristallisation du Sud global, etc. On est dans une phase où les États-Unis se disent bon bah écoutez, on s'est trop projeté à l'extérieur, on va rester chez soi, on va suivre les affaires du monde, mais à distance. Alors on va suivre les affaires du monde quand même, parce que les États-Unis savent très bien qu'ils sont, en tant que définition même, ils sont une puissance extravertie, en particulier économiquement, bien sûr militairement, et que donc il faut qu'ils s'occupent des affaires du monde. Alors, ils resteront dans une position d'observateurs actifs des affaires du monde, mais certainement de manière beaucoup moins
involved, si je puis dire, beaucoup moins participant, en particulier militairement, que dans la période qui a précédé. Vous me demandez s'il y a une différence entre les deux selon qui gagnera l'élection présidentielle. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une différence absolument fondamentale. D'abord, pour le moment, on ne le sait pas parce que les discours sont extrêmement vagues des deux côtés. C'est pétardant du côté de Trump, c'est beaucoup plus discret du côté de Harris. Bon, c'est pas grand-chose sur les choix, par exemple, de ce que serait la présidente Kamala Harris. Ça sera certainement beaucoup plus brutal brutal et mal élevé si c'est Trump. On dit beaucoup qu'il a une conception de deal transactionnelle de la politique étrangère. Donc, il sera par exemple beaucoup plus impoli avec les Européens en leur expliquant que s'ils mettent pas les sous et les milliards sur la table, il menacera de se retirer, etc. Ça sera donc beaucoup plus dur avec Trump. Sur le fond, il n'est pas sûr qu'il y ait des choix qui soient extrêmement différents. Il y aura peut-être des choix différents dans des crises ponctuelles. Je pense que, par exemple, en ce qui concerne la crise ukrainienne, la guerre ukrainienne, ça sera beaucoup plus brutal vis-à-vis de l'Ukraine, vraisemblablement, si c'est Trump. Mais dans les deux cas, il y aura des pressions américaines, vraisemblablement, pour qu'il y ait une négociation et pour qu'il y ait une fin du conflit. Autrement dit, on rentre vraisemblablement, non pas dans une période d'abstention et de retrait américain, mais dans une période où les États-Unis vont essayer d'avoir une nouvelle définition de leur leadership. Ils veulent toujours être les leaders, c'est leur obsession de ne plus être leur leader. Vous me promettez qu'on va parler de la Chine, c'est ça leur grand problème. Ils veulent toujours être leaders, mais ils savent que la forme de leur leadership va changer. Ils misent beaucoup plus sur, par exemple, le leadership technologique, le leadership intellectuel, le leadership économique, que sur le leadership militaire qui leur a fait beaucoup de mal au début de ce siècle. Cette élection américaine, c'est aussi un baromètre de l'état de forme du populisme dans le monde et en l'occurrence dans les démocraties occidentales ? Oui, mais je ne sais pas si on a beaucoup à apprendre des États-Unis. Le populisme se porte bien chez nous. C'est le produit aussi de ce qui s'est passé aux États-Unis avec un petit temps de décalage ? C'est le produit d'une mondialisation dite heureuse qui a mal fini. C'est-à-dire qu'il n'a pas su négocier sa pérennité par rapport à ses propres peuples. La mondialisation, on s'est avisé de tous ces bénéfices. Bien entendu, le niveau de la richesse dans le monde global a beaucoup monté depuis 40 ans. Les échanges, qu'ils soient économiques, qu'ils soient de population, etc., sont de grands progrès pour l'humanité, de manière absolument incontestable. Mais on ne s'est pas avisé de ce que l'ouverture des sociétés allait engendrer et engendrerait mécaniquement des interrogations sur leur propre clôture et leurs propres identités. Alors ça se fait de manière différente aux États-Unis, en Allemagne, en France, en Grande-Bretagne. Qu'est le Brexit sinon un réflexe de recherche faux vraisemblablement, mais un réflexe de recherche de sa propre identité, de sa propre de recherche d'un retour en arrière sur sa propre histoire. Autrement dit, il y a là un échec global de nos intellectuels et de nos politiques à penser les dangers d'une ouverture mal maîtrisée. Et dans ces perspectives qui ouvrent, comme à chaque fois, cette édition Ramsès 2025, Thierry de Montbrial s'interroge sur les origines et les manifestations à l'échelle plus globale de plusieurs modalités d'opposition, de résistance à la mondialisation libérale et occidentale, l'islamisme, le retour des ambitions impériales de la Russie et le durcissement du régime chinois sous Xi Jinping. En quoi les États-Unis et les Européens, peut-être dans une moindre mesure, se sont-ils trompés dans la promotion de leur modèle démocratique et libéral ? Écoutez, pour recourir à un mot provocateur, nous avons été arrogants. C'est-à-dire qu'une fois encore, nous nous sommes pris pour la totalité du monde. Nous avons des logiques démocratiques, nous avons des valeurs. Le mot valeur est utilisé beaucoup trop, mais disons que nous avons des références qui sont des références démocratiques, les droits de l'homme, les libertés individuelles, les promotions individuelles des individus, etc. Nous avons cru à cette illusion que le monde entier allait se ranger derrière notre vertu. Or, pour le reste du monde qui n'est pas les démocraties occidentales,
toutes ces références sont des cultures occidentales que nous avons essayé depuis des siècles d'imposer par la force. Et que nous avons, des instruments de domination. Des instruments de domination. Alors pour nous, ça n'est pas vrai, naturellement. Hein. Nous ne voulons plus être accusés de colonialisme et d'imposition aux sociétés du Sud de nos valeurs, mais en réalité, c'est bien ce que nous avons fait. C'est-à-dire que nous avons cru, c'est le fond de nos relations avec la Russie, par exemple. Hein. Nous avons cru, et c'était vraiment une illusion imbécile, nous avons cru, à partir de 1990, que la Russie allait devenir, en 5 ans, une société occidentale développée, libre et démocratique. Bon, la Russie était sur la bonne voie dans les années 90. L'ouverture économique, l'ouverture de la société, les libertés individuelles, etc. Bon, il n'était pas question, compte tenu de ce qu'est la Russie, que la transition, la conversion puisse se faire en quelques années. Et à vouloir imposer cela, et à vouloir sommer en quelque sorte les Russes, les Chinois, etc., et les Africains, de faire comme nous, en affectant de croire que parce qu'il y a des élections libres, par exemple en Afrique, la démocratie est là, bien nous avons créé le choc en retour. Cette résistance au modèle occidental prend la forme aujourd'hui du concept de Sud global que vous avez évoqué, Dominique David, il y a quelques instants. Un ensemble souhaitant profiter de ce que ses membres, la Chine en tête, considèrent comme la fin de l'Occident collectif. C'est l'expression de Thierry de Montbrial. Pour autant, au-delà de cet objectif, qu'est-ce qui rapproche Pékin, Moscou ou Johannesburg, par exemple? Alors écoutez, le Sud global, c'est une expression de facilité. C'est une expression qui est maniée en Occident pour qualifier les autres, ceux qui ne sont pas comme nous. Et c'est une expression qui est maniée au Sud pour démontrer que le monde entier est contre les valeurs et les références des puissances occidentales. Le Sud global existe événementiellement, c'est-à-dire qu'il existe ponctuellement pour dénoncer les agissements de l'Occident. Par exemple, le Sud global existe quand il s'agit de dire « les Occidentaux se mobilisent pour les Ukrainiens, mais pas pour les Palestiniens ». C'est une expression bien entendu contestable, il y a du vrai, il y a du faux, etc. Mais si vous voulez, le Sud global existe quand il s'agit de dénoncer la domination des nations occidentales sur les institutions internationales. Le Sud global existe quand il s'agit de dénoncer le fait qu'à la Cour pénale internationale, par exemple, on ne traduit pas beaucoup d'occidentaux, entre guillemets, mais surtout des gens, justement, de ce Sud global. Maintenant, pour répondre très concrètement à votre question, bien entendu, dès qu'il s'agit de prendre des décisions positives, le Sud global, en réalité, n'existe pas. Hein. Parce que les intérêts de ces puissances sont trop divergents. Mais enfin, entre les intérêts de la Russie, de la Chine et de l'Arabie Saoudite, entre les intérêts de l'Iran et de l'Arabie Saoudite, entre les intérêts même de la Chine et de la Russie. La Chine et la Russie se parfument de coucher dans le même lit, si je puis dire. Mais enfin, en réalité, on sait très bien que leurs intérêts de nation sur le long terme sont extrêmement différents. Donc le Sud global va se retrouver dans un certain nombre de circonstances ponctuelles pour limiter la surface et la puissance occidentale, mais bien entendu, il y a en particulier, par exemple, il pourra se retrouver dans un certain nombre de manœuvres monétaires pour limiter la surface du dollar. Mais enfin, je ne pense pas que, par exemple, les pays du Golfe aient beaucoup d'intérêt à élargir la surface de leurs transactions pétrolières en renminbi, par exemple. Ils le font pour une partie, mais pour une partie extrêmement limitée. Autrement dit, les nations du Sud global, on n'a pas parlé de l'Inde, par exemple. L'Inde et la Chine ne sont quand même pas célèbres pour s'entendre sur tout. Donc, le Sud global sera toujours ensemble sur des positions dénonciatrices pour demander une meilleure représentativité du Conseil de sécurité, pour demander un meilleur pourcentage d'influence à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, plus exactement, en termes de revendications globales, si je puis dire. Mais dès qu'il s'agira de choisir positivement,
même le Sud global africain n'est pas d'accord pour déterminer qui devrait représenter l'Afrique au Conseil de sécurité, par exemple. Donc il y a un émiettement extrêmement important. Mais pour l'Occident, je finis là-dessus, pour l'Occident, croire qu'il pourra impunément et indéfiniment jouer sur ces divisions du Sud global, ça serait vraisemblablement un risque à prendre qu'il ne faut pas prendre. Vous justement. parlez de la relation entre les Chinois et les Russes, c'est surtout aujourd'hui une relation de dépendance de la Russie vis-à-vis de la Chine, en particulier depuis le déclenchement de la guerre en 2022 en Ukraine? C'est une réaction fonctionnelle pour les deux. C'est-à-dire que la Russie a beaucoup besoin de la Chine et la Chine a besoin aussi de la Russie dans son contrepoids planétaire, j'allais dire, face à l'Occident en général. Mais la Chine n'aime pas le concept d'Occident en général parce que sa stratégie est de diviser l'Occident naturellement et en particulier du rive de l'Atlantique. Il y a une stratégie chinoise à destination des pays européens qui a son autonomie qui est bien connue. Il y a donc une solidarité entre les deux puissances. Sur le long terme, alors il y a un débat entre experts pour se demander si cette solidarité est de moyen terme ou si elle s'érodera au fur et à mesure qu'on sortira des guerres, des crises, etc. ou si elle est de long terme et structurelle. Ça dépend beaucoup en réalité de la manière dont la Russie sortira de la guerre d'Ukraine. Si la Russie sort de la guerre d'Ukraine sur des positions hystérisées qu'elle a à l'heure actuelle, c'est-à-dire sur des positions eurasiatiques, sur des positions la Russie est une puissance autonome par rapport à l'Europe, qui représente une civilisation autonome dans laquelle on valorise les valeurs qui ne sont pas justement les valeurs européennes, là il y aura plus de chances pour que l'alliance, c'est pas une alliance, mais pour que la complicité entre la Russie et la Chine perdure. Comment l'Iran peut s'intégrer à cette relation? Est-ce qu'il y a une forme de triangle sino-russo-iranien? Mais là aussi, il y a un triangle fonctionnel, c'est-à-dire que l'Iran a besoin de la clientèle chinoise pour ses hydrocarbures, la Russie a besoin des matériels de l'Iran a besoin des deux pour survivre dans un monde où il est marginalisé par tout ce qui est proche des puissances occidentales. Maintenant, une fois encore, si on en revient aux bases nationales, je ne suis pas obsédé par le nationalisme, parce que les nationalistes peuvent changer de visage aussi. Ils peuvent s'affadir, se renforcer et changer de visage. Mais les relations traditionnelles entre l'Iran et la Russie, comme vous le savez, sont des relations à peu près catastrophique, enfin historiquement extrêmement antagoniste. Le jeu se fait en plus dans la région avec la Turquie. Il y a un troisième acteur qui pèse extrêmement lourd. Donc l'Iran, pour le moment, si vous voulez, on est quand même dans une situation de reproduction assez rapide de crises. Il y a toujours des crises dans l'histoire humaine, naturellement. Il y a toujours des guerres dans l'histoire humaine. Mais disons que là, on est quand même dans une multiplication de crises, en particulier dans notre alentour et dans l'alentour de l'Iran, donc, qui est assez remarquable. Donc les positions des grands acteurs de la région se font essentiellement par rapport à ces crises et par rapport à ces guerres. Beaucoup de choses dépendront de la sortie de ces crises et de ces guerres quant au-delà du devenir concret du régime iranien. Parce que si le régime iranien tombait, bien entendu, on redéfinirait la posture du pays lui-même. Mais pour le moment, c'est surtout des positions réactives. Vous parliez d'isolement, Dominique David, de sanctions. Vous pointez du doigt dans votre texte dans le Ramsès les risques de fragmentation du monde que pourraient porter en germe certaines décisions américaines au Moyen-Orient, mais aussi dans sa politique chinoise. Éclairez-nous sur ce qu'on appelle en particulier la weaponisation de l'économie à travers la politique de sanctions ou d'interdiction d'exportation de matériel, d'équipement ou de technologies duales, notamment sur les semi-conducteurs. Écoutez, la démarche économico-stratégique des États-Unis est extrêmement simple. Le domaine, l'espace technologique est un espace prioritaire de concurrence entre les États-Unis et la Chine. C'est-à-dire que l'objectif est extrêmement simple, c'est de rendre l'autre dépendant de soi. Pour le moment, la fragmentation est imparfaite.
Et ces perspectives sont imparfaites parce que, quels que soient les discours martiaux de M. Trump, quels que soient les discours nationaux de M. Xi Jinping, en réalité, les deux ont besoin de l'autre. La Chine a besoin, comme vous venez de le mentionner, de plusieurs pays occidentaux pour la production des semi-conducteurs. Les États-Unis ont besoin de la Chine pour les terres rares et pour des tas d'autres choses. Donc pour le moment, il y a une solidarité entre les deux. Ce qui serait extrêmement dangereux, c'est qu'il y ait, dans un avenir qu'on ne peut pas prévoir encore, c'est qu'il y ait l'organisation d'espaces économico-technologiques dans le monde qui seraient relativement indépendants les uns des autres. Relativement indépendants les autres. C'est pas ce qui se dessine à l'heure actuelle. Ce qui se dessine à l'heure actuelle, c'est des discours politiques extrêmement agressifs et en réalité, en dessous, une mondialisation qui n'aurait pas les mêmes règles d'ouverture que celles que nous avons connues, entre guillemets, heureuses au début de ce siècle, mais une mondialisation qui existe quand même, qui sera plus régulée, plus régionalisée, mais qui existera quand même. La fragmentation, ça serait une fragmentation qui serait à la fois sur des raisons d'idéologie, sur des logiques d'idéologie politique et sur des logiques de fermeture économique. Et là, effectivement, ça serait plus dangereux pour l'organisation du monde. Merci beaucoup Dominique David d'avoir été avec nous pour nous présenter cette édition 2025 du Ramsès de l'IFRI que vous co-dirigez avec Thierry de Montbrial. À très bientôt sur Radio J. Merci à vous.